monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Tenue aujourd'hui à Abuja de la deuxième réunion tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet du gazoduc transsaharien. Ouverture du sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, un sommet qui devrait décider du déploiement imminent d'une force régionale dans l'Est de la RDC. Journée mondiale des réfugiés en ce 20 juin, ils sont plus de 90 millions à travers le monde selon le HCR. Les conséquences du conflit russo-ukrainien, la Russie devient le premier fournisseur d'or noir de la Chine. Nous le disions à l'instant, la deuxième réunion tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet du gazoduc transsaharien se tient aujourd'hui et demain à Abuja au Nigeria. Le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, y prend part. À l'ordre du jour, l'examen de l'état d'avancement des décisions prises lors de la précédente réunion, ainsi que les prochaines étapes devant aboutir à la réalisation du projet. Et justement, dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, Mohamed Arkab est revenu sur les grands axes de la stratégie gazière algérienne et sa relation avec l'Europe. D'emblée, le ministre de l'énergie et des mines a rappelé le marché traditionnel du gaz algérien et l'Europe, tout en mettant l'accent sur les capacités de l'Algérie à augmenter sa production. Environ la moitié des réserves de gaz de l'Algérie n'ont pas encore été exploitées. Nous avons des capacités d'exportation de LGN. Il y a aussi un projet de deuxième pipeline vers l'Italie qui est actuellement en attente. Pourquoi construire un gazoduc alors que les Européens achètent leur gaz en Russie ? Le deuxième projet sur lequel nous travaillons actuellement est le pipeline transsaharien de 4000 km reliant le Nigeria via le Niger à l'Algérie. De nombreuses infrastructures ont déjà été créées en Algérie. Le gazoduc peut être achevé en 3 ans et nous pouvons transporter 20 à 30 milliards de mètres cubes de gaz depuis le Nigeria. Et quant à la question « Allez-vous augmenter les prix du gaz pour l'Espagne ?» le ministre algérien de l'énergie répond. Les contrats d'approvisionnement sont réévalués tous les 3 ans, tant en volume qu'en prix. Plus récemment, nous avons renouvelé les contrats avec l'Italie et augmenté la capacité. C'est maintenant au tour de l'Espagne. Le prix mondial du gaz suit le prix du pétrole et lorsque le prix du pétrole augmente comme il le fait actuellement, les prix du gaz font de même. Il est donc évident qu'une augmentation est en cours de discussion. Justement, en Espagne, les Andalous ont voté hier pour les élections régionales et comme les sondages l'avaient annoncé, les socialistes du Premier ministre Pedro Sánchez ont essuyé un nouveau revers électoral dans cet ancien bastion historique de la gauche, un scrutin régional clé qui place la droite en position de force à 1 an et demi des prochaines élections nationales. Et on reste en Espagne où le Parlement régional du gouvernement semi-autonome de Catalogne a adopté une résolution affirmant que l'entité sioniste commettait un crime d'apartheid contre le peuple palestinien, devenant ainsi la première chambre en Europe à lancer une telle accusation contre l'occupant sioniste. La résolution reproche à l'entité sioniste d'appliquer un système contraire au droit international et équivalent au crime d'apartheid contre la population palestinienne des territoires occupés, tel que défini dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. À propos de l'entité sioniste, la ministre de l'Intérieur de l'entité sioniste en visite au Maroc ce lundi. Cela fait ainsi la 3e visite ou déplacement d'un ministre de l'entité sioniste depuis la normalisation avec Rabat. Elle doit rencontrer son homologue marocain. L'objectif aussi inattendu qu'étrange consiste à ramener de la main-d'œuvre marocaine, Leila Gertal. Le but de la visite est la facilitation bilatérale avec Rabat afin de faire venir des travailleurs marocains dans l'État hébreu très en demande de main-d'œuvre dans la construction et le secteur des soins infirmiers. Une main-d'œuvre très appréciée, semble-t-il, par l'entité sioniste. Comble de l'ironie, la ministre de l'Intérieur de l'entité sioniste se félicite presque de cette coopération avec les Marocains car, dira-t-elle, cette main-d'œuvre permettra
d'améliorer le marché du logement et mieux accompagner la population âgée en Israël. Espérons bien sûr améliorer les liens civils entre les deux peuples, dira-t-elle. Seulement, la ministre de l'Intérieur de l'État sioniste n'a pas tout dit. Lorsqu'elle parle de construction et d'amélioration du marché et du logement, une main-d'œuvre qui construit plus de colonies pour les colons ramassés dans les quatre coins du monde, améliorer le logement au détriment des Palestiniens et construit par des Marocains, voilà la suprême humiliation. Mais là ne s'arrête pas le mépris, car parmi cette main-d'œuvre, il y aura des infirmières et des infirmiers pour s'occuper de la gériatrie sioniste. Que demander de mieux? Une main-d'œuvre très bon marché qui fuira certainement la misère sans regarder en arrière, quitte à se jeter dans la gueule du loup. Des Marocains qui construisent pour des sionistes contre des Palestiniens. Voilà le genre de coopération que propose l'entité sioniste et la normalisation avec cette entité sioniste. Et on reste dans la région pour aller en Tunisie, à présent, où le texte de la nouvelle constitution a été remis aujourd'hui au président Kais Saïed pour validation, avant d'être soumis à un référendum populaire le 25 juillet prochain. Cette présentation se fait alors que la société civile tunisienne et la classe politique sont toujours en grogne. Sohila Kilal. C'est aujourd'hui que le texte du projet de la nouvelle loi fondamentale a été remis au président tunisien Kais Saïed pour validation. Sadr Belhaïd, le président du Haut Comité national consultatif pour la Nouvelle République, a été chargé il y a quelques mois par le président tunisien de rédiger une constitution avant la date du 20 juin. Le texte devrait être soumis à référendum le 25 juillet prochain. Sadr Belhaïd a indiqué que la nouvelle constitution a consacré son premier chapitre aux questions économiques dans le but de promouvoir l'économie et d'améliorer les conditions sociales des Tunisiens. Le juriste a par ailleurs précisé que la nouvelle conception doit être faite de façon à ce que le président ne soit pas entraîné ou attiré par les tentations de dictature, de tyrannie ou d'abus de pouvoir. Le rejet politique et civil du référendum s'accroît alors même que les préparatifs sont en cours. Des centaines de personnes sont sorties manifester dimanche dans les rues de Tunis contre le projet de la nouvelle constitution et la révocation de 57 juges par le président Kais Saïed. Le dialogue national a été boycotté par l'opposition, dont la puissante organisation syndicale UGTT, qui a refusé de prendre part au dialogue. Le président tunisien élu démocratiquement fin 2019 avait imposé des mesures d'exception en limogeant le 25 juillet 2021 son Premier ministre et en suspendant le Parlement avant de le dissoudre le 30 mars 2022. De nouvelles législatives sont prévues le 17 décembre prochain. Le troisième et dernier round de négociations entre la Chambre des représentants libyenne et le HCE sur le volet constitutionnel libyen s'est achevé aujourd'hui. Rassemblés au Caire du 12 au 19 juin sous les auspices des Nations Unies, les deux camps n'ont pas trouvé d'accord sur le texte censé régir les scrutins présidentiels et législatifs qui devaient initialement se tenir fin 2021. Et autre pays où la situation est tendue, le Mali. Des hommes armés ont tué samedi au moins 20 civils près de la ville de Gao, dans le nord du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette attaque dans un communiqué, une attaque qui n'a pour l'heure pas encore été revendiquée. Et nous le disions en titre, Nairobi accueille ce lundi le sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, un sommet qui devrait décider du déploiement imminent d'une force régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la première rencontre entre le président congolais et le président rwandais depuis le début des tensions entre Kinshasa et Kigali. Tininan Makassi. Les fantômes du passé refont surface en Afrique de l'Est, menaçant notamment les relations relativement apaisées depuis 2019 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La résurgence du M23 inquiète la communauté des États est-africains, qui se sont réunis aujourd'hui à Nairobi à l'initiative du président kényan Uhuru Kenyatta. En avril dernier, à l'occasion du deuxième sommet de l'organisation, ce retour en force du M23 inquiétait déjà, et les possibilités d'un déploiement militaire dans la région est de la République démocratique du Congo étaient fortement envisagées. Et il semble que ce sommet devra trancher sur cette question. À noter que les chefs d'état-major des pays membres de l'organisation régionale ont étudié cette éventualité durant la journée de dimanche.
C'est dans un contexte géopolitique délicat que ce sommet intervient. Et pour cause, un abcès sécuritaire refait surface dans la région est de la République démocratique du Congo. Les tensions ont redoublé ces dernières semaines entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. En effet, Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion à prédominance Tutsi, ce que Kigali dément. C'est dans le passé colonial que cette rivalité entre les deux pays trouve racine et se sont matérialisées de la façon la plus brutale lors du génocide des Tutsis par les Hutus en 1994. Selon bon nombre d'historiens, cette rivalité a été largement exacerbée par la France, dont le rôle prédominant lors du génocide n'est qu'un secret de polichinelle. Et puis ce fait inédit qui concerne justement la République démocratique du Congo, la Belgique a restitué au pays une dent de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, torturé puis abattu en 1961. Une restitution qui doit permettre aux Congolais d'établir un lieu dédié à sa mémoire. La dent en question avait été conservée par un gendarme belge en guise de trophée avant d'être saisie par la justice belge en 2016. Ne répondant pas à l'intérêt de l'ex-puissance coloniale en raison de son nationalisme, son panafricanisme et son anti-impérialisme, Patrice Emery Lumumba avait été déchu et lâchement assassiné par les relais de la Belgique au Congo avant que son corps ne soit dissous dans de l'acide, un crime de guerre face auquel la famille du défunt réclame que justice soit faite. Et au lendemain du second tour de l'élection législative en France, Emmanuel Macron apparaît isolé au centre d'un paysage politique sans dessus-dessous, avec une assemblée sans majorité claire, dans laquelle son camp recule fortement au profit tant de la gauche que de l'extrême droite. Le chef de l'État a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue, qui pendant 5 ans avait voté tous ses projets pratiquement sans discuter. Il hérite à la place d'une Assemblée nationale où, à défaut de majorité, vont siéger 2 oppositions puissantes qui lui sont résolument hostiles. Journée mondiale des réfugiés en ce 20 juin, nous le disions en titre, ils sont près de 90 millions de déplacés, obligés de quitter leur foyer et leur terre, victimes collatérales de nombreux conflits qui éclatent aux 4 coins de la planète. Un chiffre qui a été révélé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qui est appelé à s'alourdir en raison du conflit russo-ukrainien notamment. Les détails avec Naïla Hamouda. 90 millions de déplacés forcés dans le monde. Il s'agit d'un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. La guerre, les persécutions ou les violations des droits humains restent les principales causes de ces déplacements de population. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié tout récemment, le nombre de demandeurs d'asile a atteint les 4,6 millions en 2021, soit une hausse de 11% par rapport à 2011. L'Allemagne est le pays de l'Union européenne qui a reçu le plus grand nombre de nouvelles demandes. Les pays qui reçoivent actuellement le plus de réfugiés sont les pays voisins et frontaliers des pays en crise et en guerre comme la Turquie. Elle accueille plus de 3,8 millions de réfugiés. Parmi les pays où ce nombre a particulièrement augmenté, on peut citer l'Ouganda, le Tchad ou encore le Soudan. Le déplacement de population pèse lourdement sur les économies des pays d'accueil, dont l'un des exemples les plus illustrants est celui du Liban, pays épuisé par une crise économique sans précédent. Il accueille près d'1 million de réfugiés syriens et palestiniens. L'Algérie accueille des milliers de réfugiés sahraouis, victimes de la plus longue situation d'exil au monde. Les chiffres du HCR couvrent les populations qui choisissent l'exil, réfugiés ou demandeurs d'asile, mais aussi les déplacés de l'intérieur, qui ont quitté leur foyer sans quitter leur pays. Presque la moitié de ces déplacés forcés sont des enfants. Selon l'UNICEF, 37 millions d'enfants sont déplacés dans le monde fin 2021, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Les chiffres des réfugiés ukrainiens n'étant pas pris en compte dans ce rapport. Avant la guerre en Ukraine, les réfugiés venaient principalement de 3 pays, à savoir la Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud. Et pour en parler, nous avons avec nous en direct via Skype le docteur François Deroche. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. 90 millions de déplacés forcés à fin 2021. Le chiffre pourrait atteindre les 100 millions avec la guerre en Ukraine. La question des réfugiés est sans cesse confrontée au manque de solutions offertes. Quel est votre commentaire ?
Tout d'abord, bonjour à vous, à nos téléspectateurs. Bien sûr, 90 millions, c'est un chiffre terrifiant, mais il faut que toute personne, si vous voulez, sur cette terre, sur cette planète, a le droit de rechercher la sécurité, qui que ce soit, d'où qu'elle vienne, et quel que soit le moment où elle a forcé de fuir le pays dans lequel qu'elle a fui. Bien sûr, c'est un chiffre terrifiant, mais c'est la cause de guerre, la cause de persécution. C'est également la conséquence malheureuse de l'évolution de certains pays et surtout de l'appauvrissement de ces pays-là. Ces gens-là qui doivent chercher la sécurité, ces personnes contraintes de fuir doivent être prises en charge dans la dignité. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, surtout dans la protection internationale, indépendamment de leur race, de leur couleur de peau, et c'est un droit qui n'est pas négociable. La quête de la sécurité est un droit humain. Et malheureusement, on a vu récemment avec les réfugiés ukrainiens, tout à l'heure vous avez parlé de Syriens, d'Afghans et de Soudanais, ils n'ont pas été accueillis de la même manière que les réfugiés ukrainiens. Et là, l'hypocrisie du monde moderne, des pays occidentaux, si vous voulez, les masques sont tombés. Cette justice à géométrie variable est absolument détestable et n'a pas lieu d'être dans un État qui respecte les droits humains. Et puis ces gens-là, d'où qu'elles viennent, même si elles sont déjà déracinées, doivent être accueillies et mis, si vous voulez, à l'abri du danger. Normalement, ces gens-là peuvent prendre l'avion et peuvent avoir ce qu'appellent des frontières ouvertes, pas comme ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit comment les réfugiés soudanais, les réfugiés syriens, les réfugiés afghans ont été traités par la marine italienne, par les gardes-côtes de la Grèce, par les gardes-côtes également, par les gardes-frontières polonais et hongrois. Bien sûr, en tant que défenseur de droits de l'homme, on ne peut que s'indigner. Monsieur Deroche, vous le disiez à l'instant, hein, vous parliez d'hypocrisie de certains dirigeants du monde, notamment les dirigeants occidentaux, qui collaborent pour, par exemple, comme on le constate maintenant, pour sanctionner des pays comme la Russie ou encore la Chine, mais hésitent à apporter des solutions durables et humaines à la détresse de ces personnes déracinées. Pourquoi, selon vous ? Écoutez, je pense que c'est une hypocrisie qui, je vous dis encore une fois, elle n'a pas d'explication. Le bon sens et la raison n'a pas d'explication à part cette hypocrisie qui privilégie. Contrairement au droit international, il y a une convention, la Convention internationale des réfugiés qui a été ratifiée en 1951, ne fait pas de différence de race, de couleur de peau, de religion, d'où là où on vient. Normalement, elle doit protéger les réfugiés de la même manière. Par contre, en réalité, quand vous êtes blond aux yeux bleus, quand vous venez d'Ukraine, vous avez toutes les portes ouvertes. Quand vous êtes noir, quand vous êtes musulman, vous avez toutes les portes qui sont fermées. Ça, ce n'est pas le droit international. Et récemment, quand on a vu l'Angleterre qui voulait renvoyer des réfugiés rwandais chez eux, bien sûr, c'est inacceptable. Il n'y a pas de renvoi. Normalement, une personne ne peut être forcée, comme ils l'ont fait avec des charters. Heureusement, il y a la Cour pénale, la Cour des droits de l'homme, la Cour européenne, qui a stoppé le délire de l'Angleterre et a laissé ces réfugiés rwandais au Rwanda. Bien sûr, il faut également permettre un accès sûr. Il faut que les frontières soient ouvertes, les personnes qui sont contraintes à fuir, et puis restreindre et fermer les frontières comme le font les pays occidentaux, c'est quelque chose qui n'est inacceptable et ne permet pas cette quête de sécurité qui est indispensable. Merci monsieur, merci. Merci, surtout docteur. Pas des discriminations et un traitement humain. Merci beaucoup, merci monsieur François Deroche, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Vous étiez en direct depuis Paris. Dans l'actualité,
Également, le blocage des exportations de céréales est un véritable crime de guerre, selon Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, alors que l'on évoque le chiffre de 20 millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine sans raison. En raison du conflit russo-ukrainien, l'Union européenne songe à des solutions pour en ramener au moins une partie. Le ferroviaire pourrait être une solution, mais cela nécessite d'adapter les chemins de fer des pays. Et cela fait bientôt 4 mois que l'opération militaire en Ukraine a débuté et l'offensive contre Severodonetsk se déroule avec succès, déclare le ministre russe de la Défense dans son briefing quotidien. Selon le ministère, l'armée russe a libéré la localité de Metoklin dans l'est du pays. Et les conflits sont souvent l'occasion de se relancer financièrement. L'or noir russe boudé par l'Occident a trouvé preneur, la Chine. La Russie a en effet tellement accru ses exportations envers l'Empire du Milieu au cours des derniers mois que le pays est devenu le premier fournisseur du géant asiatique, et ce devant l'Arabie Saoudite. Karim Bouaziz. Une hausse importante et rapide. Une Chine de plus en plus demandeuse en énergie a trouvé un partenaire à la fois proche et pouvant assouvir ses considérables besoins. Rien que le mois dernier, le géant asiatique s'est vu acheminer presque 8,5 millions de tonnes de pétrole russe contre 5 millions l'an dernier à la même période. Une Chine énergivore certes, mais d'un autre côté une Russie qui ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un boycott total. Les messages d'avertissement envoyés par les États-Unis et l'Union européenne à l'endroit de Pékin quant à un éventuel rapprochement avec Moscou n'ont eu que très peu d'effet finalement, avec plus 55% d'importations russes sur un an. La démarche de Pékin qui contraste avec l'attitude des Occidentaux qui tentent de réduire la dépendance aux hydrocarbures russes depuis la guerre en Ukraine. Pour ce qui est des achats du gaz liquéfié russe envers la Chine, c'est plus 54% sur la même période. A contrario des exportations de pétrole russe envers l'Occident en net déclin depuis 100 jours de crise ukrainienne. 3,9 millions de barils contre 3,4 avec l'Union européenne, 0,9 contre 0,1 en direction des États-Unis du Royaume-Uni. Une chute des échanges énergétiques russes compensée par une augmentation des envois vers la Chine, mais aussi vers l'Inde, qui n'a pas condamné l'opération dite spéciale russe en Ukraine. Pour ce qui est du pays d'Asie du Sud, c'est un bond de 0,1 million de barils vendus contre 0,9 million de barils jour, rien que pour la dernière période du mois de mai. Au-delà de la sphère de l'énergie, tout produit confondu, les importations totales chinoises en provenance de Russie ont augmenté durant le mois dernier de 80% sur un an pour atteindre 11 milliards de dollars. Pékin, cet allié donc stratégique de Moscou, qui non seulement refuse de condamner cette dernière, mais rejette la faute des opérations en Ukraine sur les États-Unis et l'OTAN. Gamal Abina, expert en questions internationales, revient justement sur l'importance de ce rapprochement sino-russe. Il était l'invité de Abdelkader Edrieff tout à l'heure dans l'édition spéciale. Il y a deux systèmes économiques qui s'opposent frontalement. Il y a le système américain ultralibéral et ultra spéculatif qui nous a fait tellement de mal tous les 10 ans, une crise. Je vais revenir en 2008, la crise, le jeudi noir de la bourse, 98, la crise asiatique qui a frappé les économies asiatiques et les Chinois s'en souviennent, 2008, les subprimes, ça n'arrête pas, c'est cyclique tous les 10 ans. Et il y a le système dirigiste d'État qui a choisi, comme les Chinois avec les zones économiques spéciales, d'à la fois allier le dirigisme d'État, donc des grandes institutions d'État et des grandes sociétés qui tiennent l'extraction minière, fer, pétrole et autres, et de l'autre côté, une économie moins planifiée, beaucoup moins planifiée que ça l'était à l'époque du communisme, de gens qui sont devenus des milliardaires en Chine. C'est là où on compte le plus de milliardaires, et qui ont décidé de faire de l'économie de marché sous contrôle. C'est-à-dire qu'un milliardaire chinois peut être mis en prison à tout moment, il faut le savoir, hein. C'est pas la liberté. La Russie aime ce modèle et a tenté de le copier. Donc aujourd'hui, on a deux types d'économies. D'un côté, une économie mixte qui a un aspect social, il y a quand même 1,2 milliard de personnes à nourrir en Chine, et de l'autre côté, une économie ultralibérale, les États-Unis, avec 30 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et un système cyclique de crise. Donc, à choisir entre les deux, les Chinois, je crois, et les Russes ont décidé une alternative économique qui serait un nouveau G8, beaucoup plus équitable par rapport aux populations, et j'en veux pour preuve, ils viennent d'inviter, par exemple, le président Tebboune, là, pour leur prochain sommet de la BRICS. Et c'est pas par hasard qu'on invite Tebboune, parce qu'ils considèrent que Tebboune répond à ces critères qui sont de nouveaux critères économiques.
C'est un vote historique qui s'est tenu hier en Colombie. L'opposant Gustavo Petro est devenu le premier président de gauche de l'histoire du pays avec l'ambition de changer un pays en crise et qui n'a jamais connu une telle alternance. Le gouvernement qui entrera en fonction le 7 août prochain sera celui de la paix, de la vie et de la justice sociale, a-t-il déclaré. El cambio significa que vamos a destruir la propiedad privada. Retour en Algérie où s'est tenu aujourd'hui le Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau, le SIE Polytech, dans un contexte de stress hydrique frappant plusieurs pays du bassin méditerranéen. Et justement, l'Algérie prend les devants en matière de lutte contre ce phénomène. 13 pays, 100 entreprises et 4200 visiteurs animeront les pavillons et stands durant cette manifestation prévue jusqu'au 23 juin. L'hydraulique, c'est un grand chantier actuellement, mais c'est toujours le cas, mais surtout maintenant. J'ai bien compris qu'il y a beaucoup de projets qui vont être libérés prochainement à partir d'ici, donc Algérie, dans le domaine d'hydraulique, dans le dessalement d'eau de mer. Et voilà, c'est justement ces entreprises-là que nous, on représente à partir des Pays-Bas ici en Algérie. En Algérie toujours, la ville d'Oran fête la musique à quelques jours de l'ouverture des Jeux méditerranéens prévus samedi prochain. Une somptueuse soirée a été organisée hier soir au théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula. Un avant-goût des festivités qui vous attendent du 25 juin au 6 juillet à Al-Bahia. Iman Merad. À la veille de la fête de la musique, le comité d'organisation des Jeux a concocté une soirée au théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula. Une soirée intitulée « Les Jeux méditerranéens célèbrent la musique ». Monsieur Mohamed Aziz Derouez a participé à cette soirée et a échangé avec nous quelques mots. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé de fixer les tarifs d'accès à la cérémonie d'ouverture des JM au prix symbolique de 100 dinars. Un parterre de stars locales a défilé tout au long de la soirée et régalé les invités. Ça va être une grande fête. Nous serons sous les regards du monde entier. Ça va être une fête grandiose. Les Oranais sont connus par leur hospitalité et leur générosité. On souhaiterait bien, Inch'Allah, cueillir et avec les bras ouverts les participants. Je souhaite en plus de ça pour nos joueurs et les participants pour le jeu méditerranéen qu'ils gagnent. Et notre drapeau algérien sera toujours à la hauteur, Inch'Allah. Plusieurs anciens athlètes ont également sublimé le théâtre par leur présence. Tout ce que l'on espère maintenant, c'est que les Jeux se déroulent dans de meilleures conditions. Moi, j'estime qu'ils auront un franc succès. Je pense que c'est un événement historique depuis peut-être belle lurette qu'on n'a pas vu ses meilleurs joueurs de la Méditerranée. Une soirée vraisemblablement réussie, bonne humeur, convivialité et hospitalité, toutes les conditions réunies pour passer une agréable soirée en attendant le coup d'envoi des festivités. Des festivités qui, rappelons-le, débuteront le 25 juin. Merci d'avoir suivi cette édition, c'est la fin. Tout de suite, la météo avec Amel Améziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al24 News.